Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Il est 15h sur Télé Djibouti. Le journal, voici les titres. Le ministre de la Santé a présidé ce matin une table ronde pour la mobilisation des fonds pour la lutte contre le paludisme. Vous entendrez le ministre dans ce journal. Et les dépouilles des 86 victimes d'un massacre commis il y a plus de 27 ans ont été retrouvées au début de la guerre de Bosnie en 1992. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui à l'événement de l'anniversaire de la fête nationale égyptienne un message de félicitations à son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de succès, de réussite au président égyptien, ainsi que davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère égyptien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation sœur égyptienne à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, a écrit le président Guelleh. Le chef de l'État a ensuite saisi l'occasion de ce télégramme pour se réjouir de l'état des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays et les deux peuples. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement de ces liens déjà privilégiés. A noté Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer ses vœux de bonne fête à tous les Égyptiens. Le ministre de la Santé, Mohamed El-Samaziri, a présidé ce matin au Kepensky Palace Hotel une table ronde pour la mobilisation des fonds pour la lutte contre le paludisme. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette rencontre, à noter également la participation du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelghader, de la ministre de l'Habitat, Amina Abdi Aden, et du secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport, Hassan Mohamed Kamel, ainsi que plusieurs ambassadeurs des pays amis à l'image celui de la France, de l'Allemagne, du Japon et de la Chine. En outre, cette table ronde a également réuni un grand nombre de partenaires techniques et financiers tels que l'OMS, le PNUD, l'USAID, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OIM, le HCR et la FAO. L'objectif de cette table ronde étant de faire un plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires en vue de la mise en œuvre efficiente du plan de lutte contre le paludisme pour la période 2019-2020. À cet effet, le ministère de la Santé envisage ainsi de combler un gap existant qui s'élève à hauteur de 34% du montant total alloué à la lutte contre le paludisme. Rappelons toutefois que ce financement devra permettre de garantir et de sécuriser la fourniture des intrants antipaludéens ainsi que l'achat des moustiquaires imprégnés d'insecticides et la pulvérisation intradomiciliaire. Après une brève présentation des objectifs de la table ronde, les différents participants ont réaffirmé leur soutien tant sur le plan technique que financier afin d'apporter leur contribution adéquate pour lutter efficacement et durablement contre le paludisme à Djibouti. Le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont manifesté leur approbation de financement de la lutte antipaludique tout en saluant leur engagement constant et permanent aux côtés de son département. On écoute le ministre de la Santé. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur de la santé de Djibouti. À travers ces échanges, nous souhaitons vous faire part de la situation actuelle du paludisme à Djibouti. Vous présentez les actions déjà réalisées dans le cadre de la riposte nationale, mais surtout celles qui restent à mettre en œuvre pour atteindre notre objectif d'inverser la tendance actuelle de l'épidémie lors de la prochaine période de transmission. Des efforts considérables ont été consentis pour renforcer la réponse de l'épidémie avec, aux côtés du ministère de la Santé, celui de l'Agriculture, de l'Environnement, des Affaires sociales, de l'Intérieur, de la Jeunesse et Sport, le corps constitué, la mairie, l'INFD et beaucoup d'autres. Les partenaires internationaux n'ont pas été en reste. Et c'est véritablement une mobilisation générale qui commence à porter ses fruits avec une première tendance à la baisse du nombre de cas que nous observons actuellement. Il nous faut toutefois
reconnaître que le schéma est encore long pour mettre fin à l'épidémie de paludisme. C'est pourquoi nous sollicitons votre appui technique comme financier, vous partenaires du secteur de la santé, pour consolider les acquis, les gaps existants et à terme faire de Djibouti un pays exempt du paludisme. Voilà donc pour les sollicitations du ministre de la Santé, et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des différents intervenants qui ont exprimé leur engagement pour la mobilisation des fonds dans la lutte contre le paludisme. En voici une. Zéro palu. Et Zéro palu fonctionne et est en train de fonctionner parce que sous la leadership du gouvernement, ça a été vraiment une action coordonnée. Et je suis vraiment fière que les Nations Unies soient à côté du gouvernement, du Premier ministre, du monsieur, son Excellence le ministre de la Santé, pour faire cet effort commun. On a besoin de plus. On est en train de faire un plaidoyer. On sera sûrement à côté du gouvernement pour assurer que tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes soient libres du palu et tous les gens qui sont sur les territoires djiboutiens aussi. Djibouti le mérite. On sera à votre côté. J'étais très heureux de participer à cette réunion ce matin autour de la mobilisation pour la mise en œuvre du plan national zéro paludisme. Et je tiens à remercier particulièrement le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, qui s'est mobilisé pour faire de ce plan une réalité. Je souhaiterais également remercier le ministre de la Santé, qui a pris à bras-le-corps cette priorité, autour de laquelle la France est pleinement mobilisée. Mon premier message a été un message de soutien à l'action du gouvernement et en particulier à l'action du ministre de la Santé. Mon deuxième message concerne l'action de la France. La France est également mobilisée aux côtés de Djibouti pour la mise en œuvre de ces actions autour du plan zéro paludisme. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, dans le cadre de sa prise de contact, accompagné de son secrétaire général, Saïd Nouhassan, effectué une visite auprès des gardes-côtes. Ce corps donc s'est beaucoup illustré dans l'accomplissement de ses missions en mer, qu'il s'agisse de porter secours à des bateaux et à des équipages en difficulté, ou de barrer la route aux trafiquants en tout genre qui menacent la sécurité des biens et des personnes dans les eaux territoriales djiboutiennes. À son arrivée, donc, le ministre a été accueilli sur l'esplanade de la garde-côte par le colonel Waas Omar Barrale, commandant de la garde-côte. Par la suite, le ministre, accompagné du colonel de la garde-côte, toujours donc, a assisté au piquet d'honneur dressé en son honneur. Il a commencé sa tournée par le camp Adolale, qui est actuellement opérationnel et qui abrite un centre d'instruction navale pour les futurs recrues. Le quai donc de l'escale marine aussi, où sont stationnés, s'adressant au ministre, le colonel Waas Omar Barrale a expliqué que les gardes-côtes ont une zone importante à couvrir, des dangers réels à affronter et une mission vitale à accomplir. Il leur faut donc à pouvoir agir rapidement pour suivre ceux qui essaient de leur échapper, pouvoir communiquer entre eux pour mieux coordonner leurs actions en mer, parfois en pleine nuit, a-t-il dit. Les différentes formations du camp de Doralé consistaient à renforcer les capacités opérationnelles des gardes-côtes djiboutiens. Elles sont le reflet et la volonté du commandant de cette jeune institution à améliorer les capacités de ses subordonnés sur le terrain et leur savoir-faire dans les conditions extrêmes.
علول سمي أبو كما عاجزي وعيد بتاقنا Par la suite, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est déplacé à la direction des opérations de la garde-côte. Sur place, le colonel Wassoum Al-Bourré et ses hommes ont réservé un accueil chaleureux au ministre. Il a pu voir donc des visu les différents services et structures de la direction des opérations des gardes-côtes situées sur le quai de l'escale marine, de la salle des opérations en passant par le quartier des unités mobiles. Le ministre a été briefé sur les missions, les actions, les interventions quotidiennes des patrouilles par le colonel. Les gardes-côtes disposent de nombreuses infrastructures, une base pour les opérations et un centre de santé situé au port de pêche. En termes de missions confiées aux gardes-côtes, le colonel Wassoum Al-Bourré a mis en évidence que les activités illégales qui se faisaient en mer, telles que la pêche illégale, les trafics d'êtres humains, la contrebande, ont chuté depuis l'année dernière. Le colonel a également évoqué la particularité des années en termes de donations. Le colonel a par ailleurs indiqué que ces nouveaux équipements navals permettent aux gardes-côtes de contrôler plus efficacement le domaine maritime national et d'assurer la sécurité et la sûreté des complexes portuaires nationaux qui constituent les poumons de l'économie nationale. À la une également, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Baré, a présidé hier soir la cérémonie de clôture de séance de simulation des rites du pèlerinage au stade Gouled. Des ulémas, des cadres du ministère ainsi que les pèlerins ont assisté à ces séances de grande prépondérance pour maîtriser les rites du Hajj. L'objectif de ces séances était de familiariser nos usages au rite sacré du pèlerinage. Or, de leur bonne exécution et réalisation dépendent du bon déroulement du Hajj pour chacun. Les ulémas se sont donc succédés dans une andragogie si maîtrisée pour éclairer les pèlerins. Ces derniers ont minutieusement suivi les recommandations et ont bien profité de l'occasion pour poser toutes les questions pratiques. Après 3 soirées d'entraînement rigoureux au rite du pèlerinage, les usages ont amplement remercié le ministre et ses collaborateurs. الله سبحانه وتعالى والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر مركز ساسا ورينا كدي مركز الوقت halka marti joogno waxaan weynayaa waxa weeyaan digriga bariga mana halka markaa Prenant la parole, le ministre leur a promis qu'ils effectueront un pèlerinage de grand standing dans les meilleures conditions. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de mise en place de la caisse de solidarité a été organisée hier matin dans le quartier de Wahlé Daba, dans la commune de Balbala. La cérémonie est organisée par le réseau national de développement et de solidarité de l'annexe du RPP de Wahlé Daba et le conseil du quartier. Objectif, créer donc une caisse de solidarité, une banque alimentaire et le bureau de matériel en faveur des actions de solidarité sociale pour les plus nécessiteux du quartier de Wahlé Daba. Il consistait également à la signature de conventions d'entente entre le conseil du quartier et l'annexe du RPP,
ainsi que le réseau national de développement social. La cérémonie a vu la participation de l'ancien président de la commune de Belbala, Youssef Nouh, ainsi que le directeur multilatéral au ministère des Affaires étrangères, Ghele Driss Omar. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction du CDC a organisé un atelier de sensibilisation sur le risque d'incendie et les moyens de s'en prémunir au CDC de Wahidaba. En cette période de Ramzin, favorable à la prolifération des foyers de brasier, le directeur de CDC par intérim, Ahmed Ali, a expliqué le risque d'incendie majeur auquel tout à chacun doit se prémunir à tout prix et qu'il est indispensable de sensibiliser la population sur les situations qui peuvent les provoquer et les désastres humains et matériels qui peuvent en découler. Cette importante sensibilisation se poursuivra également dans les CDC de la capitale ainsi que ceux des régions de l'intérieur. Et sur les éventuels risques qu'ils peuvent encourir comme désastres humains et dégâts matériels. En effet, nous sommes dans un pays où l'incendie est fréquent, surtout pendant l'été. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, conformément à la politique générale qu'il a mis en place, a souhaité organiser ce genre d'atelier dans les différents centres de développement communautaire de Djibouti. Il a paru responsable de mettre sur pied cet atelier qui consiste de conscientiser la population sur les risques de l'incendie et montrer les voies et leurs moyens pour en empêcher en les incitant d'être vigilants. Enfin, j'encourage les participants de bien suivre cet atelier et je déclare ouvert cet atelier. Dans l'actualité également, les gendarmes de la brigade de sécurité routière de PK12 ont suivi hier un camion citerne qui correspondait au signalement depuis la frontière de Galilée jusqu'au PK13. Le but de cette filature était de réaliser une livraison surveillée en vue d'interpeller les décideurs de ce réseau. Après avoir arrivé au PK13, le camionneur éthiopien ayant aperçu une patrouille de gendarmerie a eu peur et décidé de prendre la fuite à pied. Aussitôt, les gendarmes en filature et ceux de la patrouille ont interpellé le camionneur. Une perquisition effectuée sur le camion, notamment à l'intérieur de la citerne, a permis la découverte de 3 sacs contenant au total 750 tasses, soit 51,35 kg d'herbe de cannabis. Cette marchandise illicite était donc destinée pour un stand de la drogue notoirement connu des services de la gendarmerie. Un avis de recherche a été lancé à l'encontre du propriétaire et ses éventuels complices. Le camionneur éthiopien a été placé en garde à vue et sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le haut commandement tient à souligner que la gendarmerie ne ménagera aucun effort pour lutter de jour comme de nuit contre ce fléau. L'association pour l'avenir et le développement de Boc, en collaboration avec la société de Rubis Énergie à Djibouti, a organisé hier matin une journée de nettoyage de la plage dans la région de Boc. Cette journée de nettoyage, riche en couleurs, a entrepris en présence du directeur général de la société, Olivier Gazarian, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali, et le président de l'association ADO, Mohamed Moula Burhan. De nombreux jeunes bourgeois, les éléments des différents corps des armées, des associations, les femmes, JEA, ainsi que les membres de l'association ADO ont pris part à cette opération nettoyage de plage afin de soutenir l'action et participer au ramassage des ordures. Le coup d'envoi a été donné par le directeur général de Rubis Énergie de Djibouti, Olivier Gassarian, avec ses proches collaborateurs ainsi que les jeunes volontaires de la région de Boc. L'objectif était de sensibiliser et faire comprendre au grand public les enjeux liés à la pollution. Ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre Rubis et ADO dans le domaine de la protection de l'environnement. Pourquoi réunis par l'association AADO de pouvoir participer à cette journée ensemble, nettoyons nos plages. Vraiment, c'est une très belle initiative. Le président ici d'AADO nous a sollicité il y a un peu plus d'un mois et nous avons répondu présent. Je connais très bien la région de Boc, je connais très bien la ville de Boc et je me suis dit c'est une très très belle initiative. Et si on peut participer à notre humble mesure, nous le faisons avec grand plaisir et avec une très grande fierté. C'est une très très belle initiative et nous sommes très fiers d'y être attachés.
Page nécrologie à présent, nous avons appris par la plus grande tristesse le décès du feu Ousmane Belhan Awale, survenu hier soir à l'hôpital général Pelletier. Le défunt né en 1933 à Lissabié. Il était le père de notre collègue Mahmoud Ousmane Belhan, donc journaliste, présentateur à la section Somalie. Il laisse derrière lui 2 veuves, 15 enfants et 30 petits-enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt et prient Allah de l'accueillir en son paradis éternel. Dans l'actualité internationale, concernant le pétrolier saisi et cette guerre des mots entre Londres, Washington et Téhéran, Londres exprime son extrême déception mais souhaite dans le même temps un apaisement des relations avec l'Iran. Téhéran réagit en dénonçant l'attitude de Londres, auxiliaire du terrorisme économique des États-Unis, qui à son tour condamne la surenchère de la violence iranienne. Depuis la capture d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz, les postures diplomatiques semblent se crisper de part et d'autre. Les déclarations de Londres se sont succédées hier. Le chef de la diplomatie britannique a dit souhaiter un apaisement des tensions avec l'Iran à l'issue d'une réunion interministérielle de crise consacrée à la saisie d'un pétrolier britannique par la République islamique. Je le dis en titre, les dépouilles des 86 victimes d'un massacre commis il y a plus de 27 ans ont été retrouvées au début de la guerre de Bosnie en 1992, quand les forces serbes ont massacré les détenus bosniaques musulmans de Prijedor, dans le nord-ouest de la Bosnie. Et bien après la prise de contrôle de la région de Prijedor, les forces serbes tuent plus de 3000 personnes, dont 250 femmes et une centaine d'enfants. C'est l'un des épisodes les plus macabres du conflit bosnien qui a fait en tout près de 100 000 morts. Si ces dépouilles ont été retrouvées, ce n'est pas le cas de toutes dans la région de Prijedor. Plus de 25 ans plus tard, des centaines de personnes sont encore portées disparues. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.